Donc on se retrouve aujourd'hui et on va parler crypto et là on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette salle? Donc, je vous ai dit qu'on allait monter en compétences, on allait monter en technicité, on allait monter en difficulté. Il ne faut pas que ça vous rebute. Je répète, je suis moi-même autodidacte et je ne suis pas matheux. Donc, si j'arrive à comprendre ces concepts, vous le pouvez aussi, tout simplement. Pas plus intelligent qu'un autre, je suis pas con qu'un autre. Dites-vous toujours ça. Croyez en vous, c'est important. Sinon, ça va vous rebuter. Mais on va voir des concepts ensemble et on couvrira donc la crypto et la sécurité, ce qu'on appelle dans les CDF. Il y a beaucoup de crypto, vous le savez. Donc les deux principales classes de cryptographie et leurs utilisations, c'est le RSA et le RSA2. On verra quelles sont les différentes méthodes d'échange de clés aussi, ce qu'on appelle du key exchange, et on verra aussi l'avenir du chiffrement avec l'essor de l'informatique quantique. Donc, on va voir d'abord tout ce qui est les termes qui sont associés et ils doivent être vraiment familiers pour vous et on va rentrer petit à petit dans le détail, mais déjà quelques notions pour que ça vous parle. Alors, on va dézoomer un peu, je sais pas si vous voyez tout. Bon, je vais passer là, on va voir, c'est pas très grave. Donc, ciphertext. Cipher, anglais, c'est tout ce qui est chiffré, qui est crypté. Ok? Donc ça, eh ben, c'est le ciphertext, c'est le résultat d'un chiffrement d'un texte, un cryptage d'un texte, mais on dit chiffrement en clair, de données cryptées. Donc le ciphertext, c'est ce qu'on récupère de données cryptées, une fois que ça a été décrypté, déchiffré. À l'inverse, un cipher en anglais, c'est un chiffrement. Le méchant dans Matrix s'appelle Cypher. Eh ben, c'est pour ça qu'il porte son nom. Donc c'est quoi? C'est la méthode en fait de chiffrement ou de déchiffrement des données. Donc les chiffrements modernes sont cryptographiques, mais il existe de nombreux chiffrements qui sont non cryptographiques, comme celui de César. Donc qu'est-ce qu'on appelle du plain text? Le plain text, eh ben, c'est du texte en clair. C'est des données avant le chiffrement, souvent du texte, mais pas toujours. Ça peut être une photo ou ça peut être un autre fichier. Encryption, c'est le chiffrement. Donc le chiffrement, c'est quoi? C'est la transformation des données en texte chiffré à l'aide d'un chiffrement. Encoding, donc à pas confondre, l'encodage, ce n'est pas une forme de chiffrement. C'est juste une représentation de données comme en base 64 bits, qui est immédiatement réversible. On verra ça, ne vous inquiétez pas. C'est donc une clé, très important, parce qu'on va faire que jouer avec des clés. Qu'est-ce qu'une clé? Eh ben, ce sont certaines informations qui sont nécessaires pour décrypter correctement le texte chiffré et obtenir le texte en clair. Une passe-phrase. Donc, on utilise des passwords, donc des mots de passe pour un utilisateur, mais quand on parle d'une clé, quand on veut protéger une clé, à l'inverse, et c'est exactement comme un password, mais on ne parle pas de mot de passe, on parle de passphrase. Donc la passphrase, c'est la phrase secrète. Séparée de la clé, une phrase secrète est similaire à un mot de passe et est utilisée pour protéger une clé. Ensuite, je vous ai dit, il y a les chiffrements asymétriques. En anglais, asymmetric encryption. Et à l'opposé, symmetric encryption. Chiffrement asymétrique, symétrique. Le RSA, c'est du chiffrement asymétrique. Clé privée, clé publique. On verra ça. Vous inquiétez pas. Donc, l'asymétrique utilise différentes clés pour crypter et décrypter. À l'inverse, le cryptage symétrique utilise la même clé pour crypter et décrypter, chiffrer, déchiffrer. Donc la force brute, je vous en parle tout le temps. Eh ben, c'est quoi l'attaque de force brute en crypto? Eh ben, c'est essayer chaque mot de passe différent ou de clés différentes. Ensuite, on a la crypto-analyse. Donc, c'est une sous-discipline de la cryptographie qui permet d'attaquer en fait la cryptographie en trouvant une faiblesse
dans les sous-jacents mathématiques, pardon. Ensuite, on parle tout le temps d'Alice et de Bob. On donne tout le temps des noms, en fait, en informatique pour expliquer des concepts simples. Enfin, complexes, mais avec des choses simples. Donc, je parlerai tout le temps d'Alice et Bob, parce que c'est une convention en informatique. On parle tout le temps d'Alice et Bob. Ce sont les deux premiers individus. Après, il y en a d'autres, mais je vous parlerai souvent d'Alice et de Bob. A et B. Donc, vous inquiétez pas, on verra ça. Et vous allez voir que c'est un gros sujet, mais il faut surtout pas que ça vous rebute. Donc là, on va parler d'histoire, on va parler de mathématiques appliquées, et déjà comprendre le concept d'Alice et Bob. Parce que ça, c'est simple, on n'a pas besoin de rentrer trop dans les détails. Allez voir, vous allez voir, donc Alice et Bob, Carlos, voilà. Vous voyez qu'on donne des noms en fonction des techniques qu'on veut utiliser. Et certains noms, eh ben, ça permet, c'est des noms de code en fait qui permettent de faire telle ou telle opération. Et des fois, c'est des techniques d'espionnage militaire ou d'attaque de l'homme de milieu. On va parler de Mallory par exemple. Donc allez voir, ça c'est tout un jargon qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je vous disais quand on s'attaque à la crypto, c'est plus uniquement le secteur civil. Là, on va rentrer dans le secteur militaire. On va rentrer dans le mode de fonctionnement en fait des agences de renseignement, des espions et le cassage de mots de passe, ce qu'on appelle le cracking. Donc, grosso modo, on va prendre un exemple et on va voir comment Alice et Bob utilisent de la crypto. Donc ça, c'est Alice. Ok? Ils vont partager un secret. Comment ils vont faire ça? Eh ben, Alice va garder sa clé privée, elle est sur son ordinateur, et elle va communiquer avec Bob. Bob, lui, à l'inverse, va opter tout le temps vous présenter votre clé publique. Avec ces clés combinées, on a deux clés, on a la clé publique de Bob, on a la clé privée d'Alice, on va tirer un calcul mathématique qui vont permettre d'échanger des informations entre l'ordinateur A, Alice, avec l'ordinateur B. À l'inverse, quand Bob veut communiquer avec Alice, eh ben Bob va utiliser cette fois-ci sa clé privée, va communiquer avec l'ordinateur d'Alice qui va lui présenter, elle va lui présenter sa clé publique, on va combiner les clés et on se retrouve avec la même somme en fait, le checksum, l'opération mathématique, on verra après en crypto comment ça fonctionne, mais c'est du RSA, et Alice et Bob sont sûrs de communiquer entre eux. Bob est bien Bob, Alice est bien Alice. Qu'est-ce que ça permet en fait la crypto, ce type de crypto? C'est que si jamais il y a un hacker qui s'intercale et qui vient sniffer les communications, pour pouvoir communiquer dans l'exemple du haut, eh ben, il faudra absolument qu'ils connaissent la clé publique de Bob et la clé privée d'Alice pour pouvoir envoyer des informations à l'un des deux. Et là, c'est exactement pareil. Si jamais c'est Bob qui veut parler à Alice, il lui faudra qu'il réponde à Alice ou Bob à la fois la clé privée de Bob et la clé publique d'Alice. Donc, grosso modo, si on voit ces deux étapes et qu'on les regroupe, si on doit faire une attaque de l'homme du milieu, il faut connaître quatre clés. Il va falloir à la fois connaître la clé privée d'Alice, la clé publique d'Alice. Il va falloir à la fois connaître la clé publique de Bob et la clé privée de Bob. Donc vous voyez que ça complexifie énormément l'interception des communications et ce qu'on appelle le tampering. Donc modifier les données et se faire passer pour l'homme du milieu qui va communiquer entre les deux parties. Là, c'est une communication bipartie. On fait une communication de l'homme du milieu, on s'intercale au milieu. C'est pour ça qu'on appelle ça l'attaque de l'homme du milieu. Et dans ce cas-là, c'est une tierce partie, le hacker, qui va se mettre au milieu et intercepter les communications. Donc on voit avec ce système de chiffrement, ça complique la chose. Donc après, je vous parlais du chiffrement symétrique. C'est beaucoup plus compliqué puisque on va voir historiquement pourquoi. Et des historiens, des mathématiciens vont vous expliquer brièvement en fait tout ça. Mais grosso modo, si Alice doit communiquer avec Bob, ils ont chacun la même clé. Dans ce cas-là, on parle de symétrie puisque la clé d'Alice est exactement la même que la clé de Bob. Et ils s'échangent leurs clés. Le problème, bien sûr, et ça coule de source, si jamais
la clé est interceptée, eh ben, ça va compliquer grandement la sécurité des informations, l'obsèque. On verra qu'en effet, si une partie adverse arrive à récupérer soit la clé de Bob, soit la clé d'Alice, eh ben, il pourra intercepter les communications. Et ça, on ne le veut pas. Pareil, si Alice se trouve aux États-Unis et Bob se trouve en France, comment vont-ils échanger la même clé? Il va falloir qu'Alice prenne l'avion jusque chez Bob et Bob prenne l'avion jusqu'à chez Alice. Un des deux cas. Mais ça complique grandement la logistique au niveau de la distribution des clés. C'est pareil, on peut l'envoyer par le courrier, pas de problème. Mais si le courrier est intercepté, encore une fois, une personne tierce récupère la clé symétrique. Donc vous voyez les dangers et la complexité en fait du chiffrement symétrique. Dans le sens où c'est très simple, au niveau de la crypto, c'est la même clé. Par contre, dans un cas d'utilisation réelle, dans la vraie vie, ben, il va falloir se déplacer pour communiquer la clé qui va permettre les futurs échanges. Et si on l'envoie par mail, si on l'a dit, par téléphone, et ainsi de suite, ça peut être intercepté. Donc pourquoi on utilise des chiffrements asymétriques? Parce que dans ce cas-là, on n'a pas ce problème. Bob peut donner sa clé publique sur Internet, par téléphone, dans une lettre à Alice, il n'y a pas de problème. En aucun cas, ça va casser la sécurité de la cryptographie. Ça ne va pas l'affaiblir. Parce que la clé publique, je vous le dis toujours, tous les jours, votre ordinateur donne sa clé publique au serveur pour s'authentifier. Et il utilise sa clé privée à d'autres serveurs aussi pour s'authentifier en fonction de la communication, si c'est une requête ou si c'est une réponse de la part du serveur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la crypto, c'est le handshake en fait. En termes cryptographiques, on va faire une poignée de main, s'assurer que les clés sont valides, clés privées, clés publiques, et on va se connecter ou transmettre, assurer la communication, l'établir entre les deux parties. Donc, je vous ai montré le protocole SSH. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise sa clé publique et le serveur, sa clé privée, pardon, et le serveur va nous dire, eh ben écoute, tu veux te connecter? Tiens, moi c'est ça ma clé public. Est-ce que tu veux l'accepter? Vous voyez que dans SSH, on dit toujours oui au début. Et là, notre ordinateur dit, ah ok, cette adresse IP, eh ben moi je retiens la clé publique. Maintenant, je vais la déchiffrer avec ta clé privée. Donc ça, le meilleur exemple que je peux vous donner en SSH, c'est faire tout simplement, et c'est le premier truc à faire quand vous installez un Linux, c'est de faire un SSH qui gêne. Et on va revoir les concepts dont je vous parlais. Donc, il va générer, c'est ce qu'il nous dit, notre clé publique et privée RSA. C'est ce qu'on appelle le key pairing. Il va pairer les clés. Donc, entrez le fichier où vous voulez sauvegarder. Moi, ça va me l'enregistrer dans quoi? Dans Home Saltimbanque. Dans un fichier caché, un dossier caché, pardon, qui s'appelle .ssd. Et on voit bien que ça, c'est quoi? Dans vos têtes, si vous avez vu mes derniers cours, l'ID RSA, c'est ma clé privée. Donc là, je lui dis, ouais, vas-y, enregistre là à cet endroit. Là, qu'est-ce qu'il me demande? Eh ben, le fameux passphrase. En effet, si jamais un hacker vient à pirater ma clé privée, eh ben, je peux la sécuriser en mettant une passphrase. Et la passphrase, en fait, eh ben, comme je vous ai dit, c'est une sorte de mot de passe, en fait, pour la clé. Sauf que, je vous ai dit, dans vos têtes, eh ben, on parle de passphrase et pas de mot de passe. Même si c'est sensiblement pareil. Donc, je vais mettre mon mot de passe que moi seul connais. Il me la redemande. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a généré la clé privée publique et les clés autorisées. On a rentré 2 fois la passphrase pour confirmer le mot de passe associé à la clé, mais ce n'est pas un mot de passe, ce n'est pas un password, c'est une passphrase. Ensuite, il a dit, OK, votre identification est bien établie, je te fais ta clé publique, elle se trouve là-dedans, c'est l'ID RSA pub, et t'as ta clé privée, qui est là-dedans, l'ID RSA tout court. Et il nous dit, voilà l'empreinte
de ta clé que tu peux partager naturellement et elle est en SHA-256 bits. Et voilà le hash de ma clé sur ma machine. Ma machine, c'est quoi? C'est saltimbanque@calibox. En effet, je suis bien saltimbanque@calibox. Et il nous génère, pour le fun, une image en ASCII. Et on voit que c'est du RSA 3072 bits. Et l'algorithme de hash, c'est le SHA-256 qu'on retrouve là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux aller maintenant dans mon dossier SSH. Et là, j'ai quoi? Eh ben, j'ai trois composantes. J'ai l'ID RSA, ma clé privée, j'ai l'ID RSA pub, ma clé publique, et les non-hosts. À chaque fois que je vais me connecter en SSH à une nouvelle machine, l'adresse IP et la clé publique du serveur va être enregistrée dans le on-host et un nouveau document qui s'appelle Authorized Keys ou Key. Et grosso modo, ce fichier, c'est quoi? Bah, ce sont toutes les clés autorisées. À chaque fois que je vais me connecter à un serveur, avec la commande SSH, saltimbanque, arrobase, l'adresse IP de ma machine, un exemple, je vais faire entrer. Qu'est-ce que fait le protocole SSH? Il va taper sur l'adresse que je lui donne, il se connecte au serveur, il établit la connexion en SSH et il fait plusieurs vérifications. La première vérification, c'est qu'il récupère la clé publique du serveur. Il va prendre l'ID rsa.pub de la machine 10 10 216 23. Ensuite, il nous demande si on est bien d'accord, il nous affiche pareil une forme de hash et il nous dit bah tiens, ça c'est le hash de la clé. Est-ce que tu es sûr que c'est bien ce serveur sur lequel tu veux te connecter? Si on n'est pas trop con et qu'on a bien rentré l'adresse IP, bah, on lui dit oui. Quand il dit oui, il passe à la deuxième étape. Il va prendre la clé ID rsa.pub et il va faire une opération mathématique plutôt et la comparer comme Alice et Bob avec ma clé privée cette fois-ci. Il se sert de la clé publique pour la pairer, donc la jumeler avec ma clé privée. Et si c'est bon, il enregistre l'adresse IP dans non-host pour s'en rappeler. La prochaine fois qu'on voudra se connecter, il nous redemandera pas tout ça. On accédera automatiquement. Et une fois que la cryptographie est terminée, que on garantit bien que Saltimbanque veut se connecter à 10 10 216 23, donc que Alice veut bien se connecter à Bob, et ben là, il demande quoi? Il me demande, vas-y, rentre ton mot de passe. Là, je rentre mon mot de passe, je fais entrer et la connexion est établie. Je suis connecté à la machine en SSH. Donc voilà, ça, faut vraiment que ça soit clair. Parce que c'est la pratique, justement, de la technique RSA, de chiffrement. Je vous l'ai dit, on est en RSA 3072 bits. Plus il y a de bits, plus la clé est robuste. Plus il faudra un temps conséquent pour la casser. Donc, au début, on utilisait des clés de chiffrement faibles. On utilisait du RSA, je sais pas, 256 bits, il y a 30 ans. Mais vous savez que la loi de Moore, on y revient. Plus nos systèmes d'information, plus nos systèmes informatiques deviennent puissants, plus ils sont capables de casser de la crypto. Donc, avant 256 bits, ça suffisait parce que les ordinateurs, ils tournaient à quoi? 16 MHz, 33 MHz. Donc, il fallait des siècles pour casser les clés. Maintenant, une clé de chiffrement RSA en 256 ou en 1024, eh ben, c'est extrêmement facile. C'est pour ça que maintenant, minimum, on utilise du RSA 2048 ou du 4096 ou du 3070. Et là, on est en 3072, pardon, excusez-moi. Donc, c'est un peu le principe. Plus on va monter en puissance, plus la clé sera costaud et garantira ben, l'intégrité et la sécurité des communications, puisque plus il y a de bits, plus l'algorithme est robuste, plus ça mettra du temps pour un hacker, pour une partie adverse, de déchiffrer les communications.
que ça soit pour le secteur civil sur Internet, un hacker, ou dans le renseignement, dans la communication militaire, si jamais c'est un pays ennemi qui essaye de casser le chiffrement, les communications et de récupérer les codes de transmission, que ça soit radio, satellite, sur tout le spectre électromagnétique. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment les bases. Je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai kiffée. Je sais pas si vous l'avez regardée, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de la voir. J'espère que je vais pas me faire striker avec notre belle. Mais les débuts et la machine de Turing. Qu'y a-t-il de commun entre ça et ça? Aucune de ces technologies n'existerait sans la cryptographie, l'art d'écrire des messages secrets. Quand par contre on casse un code secret, on parle de cryptanalyse. Ensemble, ces deux activités constituent la cryptologie. La cryptologie, c'est à la fois l'art d'écrire des messages secrets et l'art de retrouver le message initial quand on ne connaît pas le procédé de chiffrement. Donc pendant très longtemps, c'est une activité qui a été liée aux pratiques d'écriture, donc à une analyse du langage. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a massivement utilisé les mathématiques dans cette activité. Et maintenant, on parle plutôt d'une science que d'un art, et on enseigne cette activité dans les universités. Il y a 70 ans, en pleine Seconde Guerre mondiale, la cryptologie a été transformée par l'éruption des mathématiques. Et c'est un mathématicien anglais qui a joué le rôle principal dans cette transformation. Il s'appelait Alan Turing. C'est ici, dans une petite ville anglaise du nom de Bletchley, que Turing a travaillé sur les codes allemands. Et c'est peut-être ici que la Seconde Guerre a été gagnée. Bletchley Park was the scene of the most incredible code-breaking operation in the whole of human history. It was the first time and possibly the last time that one side had virtually open access to the coded military communications of the other side. Mais avant d'essayer de comprendre ce que Turing et ses collègues de Bletchley Park ont accompli, un petit retour en arrière s'impose. Un retour vers la Rome antique. À cette époque, les routes ne sont pas sûres, et Jules César a trouvé l'arme absolue pour éviter que le contenu de ses messages ne finisse aux mains des Gaulois. Il suffit de connaître l'alphabet. On décale de 3 lettres toutes les lettres du message et on obtient un message secret. Pas très difficile à décrypter, mais heureusement, les Gaulois ne savent pas lire. Si on avance un peu dans le temps, on découvre au XVIe siècle ce diplomate français qui s'appelle Blaise de Vigenère. Il a inventé ce qu'il considère comme l'arme absolue en matière de chiffrement. Le code de Vigenère. Le principe est le même qu'au temps de César, sauf qu'au lieu de décaler toutes les lettres en bloc, on les décale une par une en se servant d'une clé. Une clé composée de chiffres. Voilà ce que ça donne avec 1, 2, 3. Et le résultat avec 4, 9, 2, 6, 4, 4, 7, 2, 8, 3, 6, 3, 8. Plus la clé est longue, plus le code est sûr. Le problème, c'est comment faire parvenir la clé au destinataire du message. Il va falloir attendre les années 1920 pour que Arthur Scherbius, un ingénieur allemand, invente une machine qui, pense-t-il, est la solution, l'arme absolue en matière de cryptographie. Cette machine s'appelle Enigma. C'est une machine de chiffrement par substitution, comme le chiffre de Vigenère, mais en version automatique, c'est-à-dire que c'est la machine qui fabrique la clé. Ce qui change par rapport aux moyens manuels, c'est qu'effectivement, elle introduit un nombre de possibilités considérables et on est là dans un des cas où le quantitatif produit du qualitatif. Voilà comment ça marche en version simplifiée. À l'intérieur de la machine, chaque rotor possède un câblage interne qui transforme la lettre entrée en une autre. Si par exemple on tape un D, c'est un R qui ressort du premier rotor, le R devient ensuite un U, puis un S, le courant est ensuite renvoyé à travers les 3 rotors dans l'autre sens, ce qui introduit 3 nouvelles substitutions. Chaque fois qu'une lettre est entrée au clavier,
l'un au moins des rotors tourne, si bien que le circuit électrique change et aboutit à une autre lettre. Il existe 1000 millions de milliards de façons différentes de configurer la machine. Pour casser un seul message par la force brute, il faut faire tourner un ordinateur d'aujourd'hui pendant 1 an. Donc vous voyez que le nombre de possibilités est tout à fait considérable. Ce qui a d'ailleurs permis aux Allemands de penser que ce système ne pouvait pas être cassé. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais cru, pendant toute la durée de la guerre, que les messages envoyés par la machine Enigma avaient pu être cassés. Et pourtant, le code Enigma va être cassé tout de même. Comment les Anglais ont-ils réussi ce que les cryptographes allemands avaient rangé dans la catégorie impossible? One way of breaking into a code is to use what they call cribs here at Bletchley Park. And a crib is an intelligent guess at part of the content of the message. Enigma messages were very stereotyped. They tended to use the same routine phrases over and over again. And so weather messages could be relied on to contain these routine phrases. Weather for the night, situation, Eastern Channel, and so on. One station broadcast the same phrase every night at the same time for a month. Beacons lit as ordered. L'étape suivante est de découvrir où ce mot probable se situe par rapport au message. Et c'est là qu'une caractéristique d'Enigma va donner un sérieux coup de pouce aux cryptologues. Du fait de son fonctionnement symétrique, la machine Enigma ne peut jamais coder une lettre en elle-même. Un A dans le message en clair ne peut jamais devenir un A dans le message crypté, sous peine de court-circuit. On peut donc éliminer d'office toutes les positions du mot probable où 2 lettres identiques se retrouvent face à face. Et plus le crible est long, plus il y a de positions impossibles. Une fois découverte une position possible, elle implique une série d'hypothèses qui sont représentées par ce qu'on appelle un menu. Un diagramme dans le style de celui-ci. Reste à découvrir une configuration de la machine Enigma qui corresponde avec le menu. Pour effectuer ce travail particulièrement laborieux, Turing conçoit une drôle de machine, la bombe qui va faire passer le décryptage de l'artisanat au stade industriel. By the end of 1943, they were decrypting about 84,000 Enigma messages each month. So that's almost 2 messages every minute, night and day, 24/7. By that time, Bletchley Park was a code-breaking factory. Turing's bombs had brought that change about. Ce qu'il y a d'unique dans Bletchley Park au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'extension considérable des moyens qui sont donnés à la cryptanalyse et qui va de pair avec le développement des machines en général, les bombes d'une part, mais aussi ce qui se passe en parallèle aussi bien à Bletchley Park qu'aux États-Unis, le développement des ordinateurs. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de cette double évolution de la cryptanalyse et de l'informatique. Donc, la prochaine fois que vous utilisez ça ou ça, souvenez-vous, il y a sans doute des petits bouts d'Alan Turing à l'intérieur.